Automne 1942. La plus grande partie de l'Europe est écrasée sous la botte nazie. Le Troisième Reich est à l'apogée de sa puissance. Les troupes de Hitler s'enfoncent au cœur de l'Union soviétique, vers les champs pétrolifères d'Asie. Un dernier obstacle se dresse devant elle, une ville sur la Volga où le sort du monde va se jouer, Stalingrad. Fin octobre 1942. Adossée au fleuve, la ville de la Volga résiste encore. Les soldats allemands écoutent le Führer à la radio. Nous avons pris Stalingrad. Il ne reste plus que quelques points de résistance. Nous les prendrons les uns après les autres. C'est une question de temps. Pour Hitler, Stalingrad est devenu le symbole de la victoire sur la Russie. À Stalingrad, les Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes, parfois sans armes ni formation militaire, sont déversés sur les berges. Ceux qui reculent devant les obus allemands sont impitoyablement abattus par les commissaires politiques. Un officier, le colonel Loudnikov, dit « Nous nous battons pour chaque mètre de terre. Mais notre maître est différent. C'est le maître de Stalingrad. Chaque centimètre compte. Nous mordons la terre. Nous ne reculons pas. » Les Allemands cherchent à les débusquer au lance-flammes. C'est l'enfer de Stalingrad. Les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent, le 7 novembre, anniversaire de la Révolution, leur chef suprême, Staline, prononcer ces paroles inattendues. Demain, on dansera dans nos rues. Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ces îlots de résistance jusqu'au bout pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, à donner à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée. À 2000 km de là, autour de Stalingrad, les Allemands profitent d'un repos à l'arrière, en attendant de retourner se battre contre les derniers points de résistance russes. À quelques kilomètres de là, les soldats soviétiques se préparent à l'assaut. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'1 million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad.
5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Le soldat italien Eugenio Corti témoigne. Les roquettes tombaient avec la rapidité de la grêle. La terre était secouée comme par un séisme. L'immense armée de Zhukov passe à l'offensive. Les Hongrois n'avaient pas assez de munitions. Les Roumains n'avaient pas d'armes anti-chars. Les Italiens ont laissé leur vie. Les Allemands voient les chars russes refermer le cercle autour d'eux. La 6e armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Mais aucune armée ne parviendra jusqu'à eux. Et les avions de la Luftwaffe seront incapables de les ravitailler suffisamment, malgré les promesses de leur chef, Göring. À Noël, la ration est réduite à 50 grammes de pain et 12 grammes de graisse. Le soldat infirmier Paul Gerhard Müller, 30 ans, écrit: Ma très chère Magdalena, cette lettre est une tentative, probablement la dernière, d'entrer en contact avec le monde extérieur. Mon amour, je ne veux pas te faire de peine inutilement, mais tu dois savoir ce qu'il en est ici. Tous ces blessés, la misère de la situation actuelle dépasse de loin ce que nous avons vécu. Je te remercie encore une fois pour toute ta fidélité et ton amour. Je t'ai trop souvent causé du chagrin. Cela m'attriste profondément. Pardonne-moi. Il lance son offensive pour achever la bête tapie dans les ruines de Stalingrad. Le capitaine soviétique, Joseph Prautov, écrit à sa femme: Je me sens mieux maintenant. Nous avons pris le dessus sur ces serpents. Nous en capturons un grand nombre. Ils commencent à payer pour le sang qu'ils ont versé, pour les larmes de notre peuple. Je vais bientôt revenir. Je t'envoie 500 roubles. Joseph. Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la 6e armée, le général Friedrich Paulus. Ces hommes se rendent. Paulus aussi. La veille, Hitler l'a nommé maréchal, en pensant que son honneur l'obligerait à se suicider. Mais Paulus, écœuré par l'absurdité des ordres d'Hitler, brisé nerveusement, épuisé par la dysenterie, se laisse capturer. Pour les Russes, le maréchal Paulus est une prise exceptionnelle. C'est lui qui avait conçu le plan d'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa.